Bonjour à tous, ce podcast est un peu spécial. On va répondre à une question de fond qui nous a été posée dernièrement. Alors, elle nous a été posée par le passé, mais dernièrement encore. Et cette question, c'est mais comment êtes-vous sûr de ne pas vous tromper? Comment est-ce que je peux être sûr de ce que vous me dites? Et c'est vrai, on ne peut jamais être sûr à 100%, il y a toujours un risque de se tromper, donc cette question, elle est légitime. Et la méthode qu'on a utilisée, elle est un peu spéciale, elle arrive à des conclusions un peu spéciales justement, qui vous étonnent parfois. Et vous vous en doutez, si on l'a choisie, c'est parce que l'on estime que c'est la méthode actuellement la plus fiable possible. Certes, c'est une méthode qui est lourde, qui est longue, qui est donc inconfortable, mais elle a un mérite, le mérite d'être la plus robuste à nos yeux de scientifique parmi les méthodes que l'on peut utiliser aujourd'hui. Scientifique, et oui, parce que même si nous sommes médecins de formation, on met complètement de côté le CV ici, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas les diplômes, même les diplômes scientifiques universitaires. Ce qui nous intéresse, c'est ce que nous sommes devenus en travaillant régulièrement, chaque jour ou chaque semaine, bref, depuis des années, et on continue pour travailler des disciplines, bien sûr, comme la médecine, mais aussi des disciplines de sciences plus dures, comme les mathématiques, par exemple. Bref, on vous dit tout sur notre méthode, un peu bizarre, et juste avant, si vous aimez notre chaîne, si vous aimez ce que nous faisons, si cette vidéo vous apporte quelque chose, eh bien merci après l'avoir visionnée de nous mettre un j'aime, un pouce vers le haut, et de vous abonner à notre chaîne si ça n'est pas déjà fait. Ça nous permet d'être mieux référencés, donc ça nous aide. Bon, tout d'abord, je pense que pour savoir comment on en est arrivé là, il faut comprendre un petit peu d'où on vient. Nous avons commencé à avoir du surpoids après 30 ans, nous avions des problèmes de sommeil depuis longtemps, dû au stress des études, des gardes, du travail. Bref, un sentiment de santé qui se dégrade malgré notre jeunesse relative. Et ce, malgré les connaissances médicales et scientifiques engrangées depuis tant et tant d'années. En fait, nous n'arrivions pas à nous défaire de ces problèmes de surpoids malgré la poursuite des recommandations. Et donc forcément, ça a été le début du doute parce qu'on se demande comment on peut être mis en échec à 30 ans alors qu'on est censé avoir toutes les connaissances nécessaires pour s'en sortir. Et ces problèmes personnels qu'on a donc vécus, en fait, ils ont fait écho aussi à des problèmes qui nous dépassaient largement, qui sont les problèmes de nos sociétés modernes, en fait. Ce sont les problèmes rencontrés par les sociétés, notamment occidentales, depuis des décennies, et qui, quoi qu'on puisse en penser, ont tendance plutôt à s'aggraver pour la plupart d'entre eux en tout cas. Un premier exemple, c'est que récemment, une étude montrait que 88% des Américains étaient métaboliquement malades, c'est-à-dire qu'ils avaient un problème de près ou de loin lié au métabolisme, à ses conséquences. Et en gros, c'est le syndrome métabolique dont on parle souvent, lié à un excès d'insuline, l'hyperinsulinémie. Donc on a dédié des podcasts à ce sujet, et je peux vous renvoyer sur celui de l'insuline en tant qu'hormone du vieillissement, si vous ne l'avez pas déjà visionné. Ça veut donc dire qu'en fait, seulement 12% des Américains ont un métabolisme normal, aujourd'hui. Et ça, c'est tout à fait cohérent avec des données qu'on a depuis les années 70, quand on a commencé à intervenir massivement contre les graisses. On peut prendre juste cet exemple-là pour voir l'évolution des choses. Donc il y a une espèce de chasse aux graisses depuis les années 1970. Alors ça, c'est pour les Américains. Chez nous, c'est à peu près 10 ans après. Et donc, ils ont augmenté leur consommation de fruits et légumes d'environ 20%. Ils ont augmenté leur consommation de céréales complètes d'environ 30%. Ils ont diminué leur consommation de graisses, toutes graisses confondues, d'environ 20%. Et au sein de ces graisses, la proportion de graisses saturées a considérablement diminué, même sur des sources gouvernementales américaines. Ce n'est pas des sources d'associations militantes. Et en parallèle, les huiles végétales, qui n'étaient quasiment pas présentes il y a un siècle de ça, ou un peu plus d'un siècle, en l'espace d'un siècle, le XXe siècle, elles sont passées jusqu'à plus de 8%, peut-être 10% même dans certains cas, de l'apport énergétique ou calorique total. Et en plus, il se trouve que même s'il y a beaucoup d'Américains sédentaires, ils se sont davantage mis au sport. Il y a des données qui montrent qu'en fait, il y avait une certaine remise au sport, alors très insuffisante, mais enfin il y avait une tendance à la remise au sport depuis les années 70. Et si on regarde 40 ans plus tard, le résultat, on devrait s'attendre du coup à une population en bien meilleure santé. En fait, c'est un carnage.
En réalité, le résultat de ce régime de type flexitarien, donc ça veut dire à grande base végétale, donc il y a de moins en moins de consommation de produits animaux, les œufs, le beurre, enfin toutes ces graisses saturées animales, la viande rouge, tout a été un petit peu diabolisé. Et donc en fait, si on regarde de très près, ce régime à tendance végétarienne, ce régime flexitarien, avec une teneur faible en graisse, donc low fat, élevée en glucides et modérée en protéines, ce qu'on pourrait appeler high carb, low fat, middle protein, eh bien ce régime-là, finalement, il est lié aujourd'hui non pas à une amélioration de la situation, mais en fait, on est passé de une personne sur 7 dans les années 70 qui était obèse à une personne sur 3, voire même plus que ça actuellement. Et là, je ne parle que de l'obésité. Et donc, quand on voit ça, eh bien, si on regarde les choses telles qu'elles sont, et qu'on essaye de ne pas trop interpréter, mais de regarder factuellement, eh bien, on commence à douter. Et le doute, c'est ça, c'est la caractéristique d'un scientifique. Un scientifique doute en permanence. Et pour nous, la réalité ne correspondait vraiment pas à la théorie que nous avions apprise. Nous avons donc rejeté la théorie définitivement, cette théorie qui est recommandée par les organes officiels. Puis après, on a commencé sur Internet la recherche de courants scientifiques alternatifs, offrant potentiellement de meilleurs résultats sur notre santé. Alors là, évidemment, on a trouvé un petit peu de tout, pas mal de gourous, de canards boiteux, de courants dogmatiques. Mais en étudiant les choses et en discutant tous les deux, on a assez rapidement pu identifier des choses incohérentes, voire délirantes. Et à ce titre, notre formation scientifique et médicale et notre connaissance de la réalité humaine acquise de notre pratique médicale a été d'une grande aide. Et c'est là qu'on a découvert des domaines d'études, des sciences qu'on ne connaissait pas forcément ou même pas du tout, et notamment, on va dire, l'anthropologie évolutionniste. L'anthropologie évolutionniste, en fait, c'est un ensemble de disciplines qui s'intéressent à l'évolution de nous, des êtres humains, depuis le départ. Cette discipline, elle a besoin d'autres disciplines qui lui permettent justement de faire ses trouvailles. Et parmi ces disciplines associées à l'anthropologie évolutionniste, eh bien, il y a par exemple la paléoanthropologie, c'est l'étude de nos ancêtres passés via différentes méthodes, dont d'ailleurs la paléogénétique, qui est d'un secours précieux pour mieux comprendre et puis savoir de quelle espèce il s'agit, de quel genre, etc. Bref, et avec une santé, une prévention basée sur ces principes d'anthropologie évolutionniste, de paléoanthropologie. Et quand on regarde des confrères, des collègues qui, de par le monde, c'est rarement en France, notamment par exemple au Canada, aux États-Unis, mais pas seulement, qui utilisent ces principes d'anthropologie évolutionniste, et souvent d'ailleurs de paléoanthropologie, pour prévenir, pour soigner certaines maladies, syndrome métabolique, diabète de type 2, obésité, pour ne citer que ces maladies-là, en fait les résultats sont impressionnants. En fait, on se rend compte qu'un certain nombre de maladies de l'homme moderne qu'on pensait incurables, qui nous sont enseignées comme incurables, de toute bonne foi, eh bien en fait peuvent être améliorées et dans la plupart des cas même renversées par ces méthodes. En fait, il y a un énorme problème fondamental en nutrition. Il est dû à l'absence d'essais contrôlés, randomisés et répliqués. C'est un peu difficile ici de détailler les différents types d'études scientifiques et leurs limites. Mais pour résumer, disons que les études les moins biaisées sont les essais contrôlés, randomisés et répliqués. Et que c'est presque impossible à faire en nutrition, car pour être valide, il faudrait contrôler absolument tout ce que des groupes de population mangent sur des décennies. Et donc imposer des régimes particuliers à certaines personnes sur des décennies en étant sûr qu'elles ne trichent pas en mangeant autre chose. Et ensuite, il faudrait répliquer ces études plusieurs fois, pour être sûr que ce que l'on observe n'est ni lié au hasard, ni lié à une condition particulière de l'étude en question. Et d'ailleurs, quant aux autres types d'études scientifiques, qu'on appelle scientifiques, on peut en discuter, eh bien, en fait, en gros, c'est des études épidémiologiques, etc. On ne rentre pas dans le détail, ça n'a aucune importance, je pense, ici. Voilà, sachez que ces études-là sont des études qui sont très très fortement biaisées, c'est-à-dire dont le risque de dire quelque chose d'inexact est majeur. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas utiles, au contraire, elles sont très utiles pour permettre à bas coût, parce qu'elles ne sont pas chères, elles demandent peu de moyens en général, et elles sont rapides à faire. Eh bien, c'est des études qui permettent de sortir des hypothèses, et donc les conclusions de ces études-là, ce sont
Et ce ne doit être que des hypothèses qui ensuite doivent être testées justement par les études dont tu parles, Victor, les essais contrôlés, randomisés, et puis donc répliqués comme tu l'as dit. Voilà. Et pourtant, malgré le fait qu'il n'y ait pas d'études fiables en nutrition, il y a une conviction forte, presque religieuse, de nombreuses personnes concernant leurs croyances hygiéno-diététiques. Et ce, quel que soit le courant qu'elles suivent. L'alimentation est décidément un domaine chargé par la croyance, la tradition et l'émotionnel. Malgré l'absence presque complète d'études scientifiques contrôlées et donc valables. Et ça, Victor, on peut le comprendre aussi parce que ça veut dire qu'on est dans une forme d'obscurité. Et donc l'obscurité, c'est souvent de là que naît l'obscurantisme, alors que si les choses avaient été bien étudiées scientifiquement, ça laisserait beaucoup moins de place au débat probablement. Et du coup, on est obligé d'avoir une lumière dans ces ténèbres et donc pouvoir s'appuyer, compter sur des principes solides, et il n'y en a pas beaucoup. Et parmi les principes solides, peut-être que le plus solide en sciences de la vie. Alors les sciences de la vie, c'est par exemple la biologie humaine, notre biologie. Ce principe pour étudier la validité, la pertinence d'une intervention par exemple ou d'un phénomène, eh bien c'est sa robustesse à l'épreuve du temps. Cette robustesse par rapport à l'épreuve du temps, c'est d'ailleurs le deuxième moyen le plus fiable après les essais contrôlés, randomisés, répétés dont on a parlé avant. Et pourquoi cette robustesse face au temps est le moyen le plus fiable? Parce que, au final, le seul juge, le seul arbitre dans tout ça, c'est le temps. Alors bien sûr, ça implique des études sur des temps très très longs. Et du coup, il en découle, face à cet arbitre du temps et de notre évolution, il en découle des questions fondamentales. Alors on n'est pas très loin du qui suis-je, où cours-je, où vais-je, dans quelle étagère. Bon, de façon un peu plus sérieuse, on va dire, oui, qui sommes-nous, Homo sapiens? C'est-à-dire d'où venons-nous géographiquement, biologiquement? Qui étaient nos ancêtres? Alors, pas nos descendants pour l'instant. Ces ancêtres étaient-ils différents de nous? Et puis, si c'est réellement le cas, en quoi est-ce qu'ils différaient de nous? Comment nos ancêtres sont-ils apparus, nous-mêmes également? Dans quel contexte, au niveau de la planète? Et particulièrement dans quel contexte climatique? Comment nos ancêtres ont-ils survécu pour permettre de nous donner naissance? Que dit la génétique de tout ça et comment évolue l'ADN au fil du temps depuis le début de notre espèce? Et cet ADN qui est notre code source, pour prendre une analogie un peu high-tech, qui est notre véritable code source, eh bien, change-t-il fréquemment? Et donc, ces questions étant posées, il n'est pas toujours facile d'y répondre, bien entendu, et on peut étudier des aborigènes, par exemple. Alors, on ne peut pas toujours remonter aussi loin qu'on le voudrait, néanmoins, on peut constater que d'un point de vue génétique, par exemple, eh bien, en fait, on est quasiment identique avec des aborigènes qui ont été coupés du monde pendant des dizaines de milliers d'années, notamment. Et ça, c'est cohérent avec le fait qu'on ait d'abord observé, puisqu'on n'a pas toujours eu la génétique, surtout sur des ossements, ça c'est des développements assez récents, eh bien c'est assez cohérent avec le fait qu'ils avaient manifestement, alors ça c'est sur des aborigènes peut-être plus récents, mais n'empêche qu'on peut constater qu'on a à peu près la même physiologie, qu'on fonctionne de la même façon, ce qui d'ailleurs permet aussi de définir ce qu'est une espèce. Alors, ce qui complique ou simplifie les choses, ça dépend comment on voit ça, c'est qu'aujourd'hui, sur la Terre, il n'y a plus que des Homo sapiens. Les autres espèces humaines ont disparu, notamment Néandertal. Et les Homo sapiens que nous sommes sont apparus il y a au moins 300 000 ans, probablement davantage. Et ces sapiens nés en Afrique, mais pas forcément un endroit particulier, bien dans toute l'Afrique, lorsqu'ils sont sortis d'Afrique pour aller coloniser le reste de la planète, eh bien, ont rencontré immédiatement à la sortie d'Afrique Néandertal, qui n'était pas présent en Afrique, ou plus présent. Et il y a eu ce qu'on appelle en génétique une hybridation, c'est-à-dire qu'en fait il y a eu une forme de mélange des gènes entre Néandertal et Sapiens. La plupart ont été rejetés par la suite. Néanmoins, on en garde en moyenne chacun à peu près 2% en ce qui concerne les Homo sapiens qui sont sortis d'Afrique donc à cette période. Et cette période, c'est il y a à peu près 60 000 ans de ça. Pour ceux qui sont sortis d'Afrique plus tard ou qui n'en sont pas sortis, effectivement, il n'y a pas ces 2% de Néandertal. Bon, c'est la principale différence qu'on peut voir. Bref, nous sommes aujourd'hui tous des sapiens très très semblables génétiquement, pour ne pas dire à peu près identiques.
Et c'est ce que nous enseigne cette démarche d'anthropologie évolutionniste, cette fameuse paléoanthropologie et cette paléogénétique. Et cette démarche anthropologique, elle est aussi justifiée par le fait que plus on introduit d'interventions par rapport aux pratiques humaines paléolithiques, en ajoutant un nouvel aliment par exemple, ou en supprimant un aliment qui a fait ses preuves au cours du temps, plus on prend le risque que cette intervention soit dangereuse. On joue aux apprentis sorciers en quelque sorte. Mais c'est pas pour autant qu'on ne s'intéresse pas aux études médicales et biologiques actuelles. Bien au contraire, on confronte régulièrement nos résultats à ceux de ces études. On a choisi la confrontation par l'homme de fer. C'est-à-dire qu'on confronte nos résultats à ceux des meilleures études scientifiques qui pourraient être en contradiction avec nous. Il y a des critères scientifiques pour savoir si une étude est valable. Et les études valables sont très rares actuellement. Aujourd'hui, bien que notre analyse porte sur des milliers d'études, aucune étude robuste n'est venue invalider notre méthode, la méthode Sequoia Santé. Et ensuite, on est passé à l'action. C'est-à-dire qu'on a mis en pratique dans la vie de tous les jours, comme on a pu, les théories ou les principes hérités des théories évolutionnistes humaines, c'est-à-dire en gros celles découlant de la paléoanthropologie et de la paléogénétique. Et on a commencé par nous-mêmes, bien sûr. Mais rapidement, ça n'a pas été que nous-mêmes. En fait, il y a eu des proches qui se sont intéressés, ils ont dit tiens, on va essayer, et qui du coup nous ont demandé ce qu'on faisait, et on fait pareil. Ça a été le cas de certains confrères, certains rares confrères curieux qui ont souhaité tester, même si c'était en totale contradiction avec un certain nombre de principes qu'on avait tous appris. Et vous imaginez la suite, si on persévère, c'est que les résultats ont été vraiment rapides, très rapides, et que la réussite a été impressionnante. Alors bien sûr, ce n'était pas simple parce que ça a fait surgir un certain nombre d'inquiétudes, notamment chez nos proches qui nous voyaient expérimenter ces principes. Et ce, parce que nos proches en question voyaient bien l'opposition qu'il y avait entre ce qu'ils avaient appris depuis tout petit et puis ce que l'on faisait. Et donc, bien sûr, il y a eu de nombreuses réactions de rejet autour de nous, parce que cette méthode, ces principes, invalidaient en quelque sorte les autres principes, ceux avec lesquels on a grandi, ceux qui nous ont été inculqués depuis l'enfance. D'autant plus que ces principes étaient vécus comme traditionnels. Prenez l'exemple du 3 repas par jour. Alors je vous renvoie vers un podcast, si vous ne l'avez pas déjà vu, sur l'escroquerie du petit déjeuner. Voilà, vous verrez ou vous doutez que le petit déjeuner n'est pas du tout traditionnel, tout dépend à quelle échelle de temps on parle. Oui, c'est sûr que sur une vision un peu en gros plan, ça peut apparaître traditionnel depuis justement quelques générations, mais en fait, si on regarde plus loin, ça ne l'est pas. Alors, il y avait une chose intéressante dans ces rejets, et d'ailleurs, il y a toujours des choses intéressantes dans les oppositions, les contradictions. Les réactions de rejet ne survenaient pas après avoir essayé en disant non, ça ne marche pas, ça ne me convient pas, je ne me sens pas bien. Non, ce n'était pas ça. Le rejet, on peut s'en douter, survenait avant d'avoir essayé. Et donc, l'étape de je jugerai ensuite, pas de pré-juger, ce sera un post-juger, je fais l'expérience et puis on verra. Et puis, je vais me renseigner, voir dans quelle mesure ça tient la route ou pas. Ce n'est pas vraiment ça du coup qui se passait. Lorsqu'il y avait rejet, c'était un rejet d'emblée. En revanche, pour ceux autour de nous qui ont essayé de comprendre et surtout essayé de faire, de mettre en pratique, curieusement, il n'y a jamais eu de rejet ensuite. Et donc ces résultats qu'on a mis en évidence nous ont posé un problème éthique majeur. Nous défendions une théorie alimentaire, ou hygiéno-diététique comme on dit dans le jargon médical, qui nous avait été enseignée et qui était totalement désuète, car on sait maintenant qu'elle est fausse et donc dangereuse pour la population générale. Il y avait donc urgence à essayer de réparer cela, et c'est pour ça qu'on a créé Sequoia Santé. Pour que ces principes, les seuls qui soient cohérents avec notre histoire et avec nos gènes, puissent être accessibles au plus grand nombre. Mais du coup, changer de cap et en voulant quand même essayer de prêcher la bonne parole, évidemment, ça a amené à des confrontations. Alors bien sûr, des confrontations plus ou moins light, plus ou moins intenses, peu importe, parfois avec certains de nos collègues, hélas, on peut comprendre, à cause de référentiels différents, c'est très clair. Confrontation avec des lobbies aussi, des lobbies et des passions de véganes ou de végétariens, de tout le secteur des huiles végétales. Ouais, ça a été un petit peu la voie du guerrier.
C'est vrai que c'est plus difficile qu'on pensait de juste inciter certains à essayer de mettre en pratique et de comprendre ce que l'on propose, puis de juger ensuite. Pourtant, ça aurait été plus logique comme réaction, mais on voit bien qu'on n'est plus dans le domaine de la science. Chez nombre d'individus, la nutrition relève plus du sacré, de la religion et du tabou. Et en fait, nous, on ne cherche pas la confrontation, on n'a pas le temps et en plus, on pense qu'il y a vraiment une urgence à agir. C'est pour ça qu'on a envie d'aider ceux qui veulent agir ou qui sont prêts à concevoir cette nécessité d'agir. Alors pour conclure, sommes-nous sûrs que nous avons raison? Eh bien non. Mais ce dont nous sommes sûrs, c'est qu'on ne donnera pas de salade à manger à nos chats. Parce que les félins mangent de la viande depuis la nuit des temps, et que nous n'avons pas le temps de faire des essais contrôlés, randomisés et répétés avec les chats, en leur faisant essayer tout un tas d'aliments divers et variés tout au long de leur vie, en s'assurant qu'ils ne mangent pas de souris en cachette. Pour prouver que oui ou non, le quinoa est bon pour le chat. La paléophélinologie répond très bien à cette question. Et toute notre démarche dérive de ce fait. Que ce soit pour la nutrition, mais aussi pour le reste, comme le sommeil par exemple, ou encore l'activité physique, les bons stresseurs, etc., nous en remettons autant. Et si cela vous intéresse, vous pouvez vous inscrire à nos mails secrets des conseils de Sequoia Santé. C'est gratuit et nous y abordons toutes les thématiques qui sont liées à la longévité et à la bonne santé. Sur ce, merci beaucoup pour votre attention, merci à toi Boris. On vous retrouve très bientôt et en attendant, prenez soin de vous. Merci Victor, à bientôt, prenez soin de vous.